Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, parfait. J'attendais juste 2 minutes histoire que les gens se connectent, mais je pense que je vais commencer maintenant. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une conférence sur le thème des diabètes et des dyslipidémies. Je me présente, moi c'est Juliette, je suis interne en biologie médicale à Paris et j'ai passé le concours il y a assez longtemps parce que c'était en 2022. Et cette année, j'ai décidé de participer au tutorat du coup aussi pour apprendre de mon côté aussi à présenter et à partager les connaissances. Bon, je me suis un peu replongée dans l'esprit du concours et j'ai ressorti mes cours pour essayer de vous aider au mieux pour préparer le concours. Donc, pour commencer, je vous ai mis une diapo sur les principales notions à connaître sur le thème des diabètes et des dyslipidémies. Donc, on ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses, mais j'ai essayé de résumer tout ce que vous devez connaître. Pour les diabètes, le plus important, c'est de connaître. euh, Oui, est-ce que vous voyez bien les diapos? Désolée, j'ai pas demandé. Ok. Euh, Ah mince, ok. Je... je refais le partage, je vais mettre en grand écran. Ok. Alors, je disais du coup, les principales notions à connaître sur les diabètes, c'est surtout la différence et les détails des diabètes de type 1 et de type 2, avec l'épidémiologie, l'âge de survenue et le mécanisme impliqué dans ces diabètes, avec un mécanisme auto-immun pour le diabète de type 1 et un mécanisme plutôt plus global d'insulinorésistance pour le diabète de type 2. Pour la biologie, c'est important de distinguer des tests de diagnostic et de suivi qui sont différents et qu'on va voir ensemble tout au long de cette conférence. Pour la prise en charge, vous avez une grande partie sur tout un tas d'antidiabétiques oraux, mais aussi sur l'insulinothérapie. Et si vous avez un cas sur les diabètes au concours, vous êtes quasiment sûr d'avoir des questions sur les complications, donc soit les complications aiguës, avec une partie biologie assez importante, et sur les complications chroniques, qui sont des questions assez classiques que vous pouvez apprendre par cœur et ressortir si jamais ça tombe au concours. Il y a aussi le diabète gestationnel à connaître, avec quelques petites notions, mais ça reste quand même assez rapide à apprendre, donc je vous conseille de bien l'apprendre au cas où ça tombe. Je fais juste petit, un petit rappel, le diabète insipide, ça n'a rien à voir avec le diabète sucré. Le diabète insipide, c'est lié à des troubles de l'hormone antidiurétique qui concernent, enfin, qui est inclus dans le chapitre des troubles hydroélectrolytiques. Donc, moi, je vous conseille, si jamais vous tombez sur le vrai diabète au concours, de préciser diabète sucré. Après, je pense que vous ne perdrez pas de temps si vous ne mettez pas sucré, mais au moins comme ça, vous fixez bien les choses. Et pour les dyslipidémies, le plus important, c'est de bien maîtriser l'exploration des anomalies lipidiques, de bien savoir interpréter et calculer le cholestérol LDL. Et du coup, connaître les différentes dyslipidémies. Donc ça fait un peu liste, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et bien sûr, pour la prise en charge, vous avez les hypolipémiants, qui sont heureusement moins nombreux que les antidiabétiques. Alors, comme ma conférence, ça se passe en deux parties. Donc, il y a une première partie sur un dossier biologique et thérapeutique, et ensuite des QCM, pour traiter des choses que l'on ne verra pas dans le cas. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire le cas clinique, de le préparer, et si vous avez pensé qu'il était compliqué ou long. Je sais qu'il est peut-être, c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, je me suis inspirée de ce qui existe déjà, mais je sais qu'il est peut-être un peu long par rapport à ce qu'on peut trouver au vrai concours. Voilà.
Alors, je lis l'énoncé. Donc, c'est Monsieur Rungis qui a 54 ans. Donc, 54 ans, ça veut dire qu'il a plus de 40 ans. Donc, ça, c'est intéressant pour le diabète. Mais voilà, c'est pas une personne âgée, hein, bien sûr. Et du coup, il consulte son médecin dans le cadre d'un rendez-vous de routine. Il pèse 86 kilos pour 1,75 m. Donc, ça, vous avez le poids, la taille. Réflexe, il faut calculer l'IMC, au moins dans les questions concernées. Ensuite, il fume un paquet de cigarettes par jour depuis qu'il a 30 ans. Donc ça permet de calculer le nombre de paquets années du patient. On va revoir ça après. Voilà, il boit un, deux verres de vin par jour. Il est stressé, il doit manger en vitesse, donc probablement il mange pas toujours très bien. Il joue au golf tous les dimanches, donc il fait du sport tous les dimanches. A priori, s'il n'en fait pas d'autres sports dans la semaine, c'est pas suffisant. Euh, c'est un patient qui est hyper tendu et qui est déjà traité. Donc, on va pas voir du tout les antihypertenseurs dans le cas clinique, mais c'était juste pour en citer un et pour dire qu'il est traité pour hypertension artérielle. Et du coup, il n'a pas d'antécédents personnels et familiaux, donc pas d'événements cardiovasculaires à noter chez lui et sa famille. Voilà, qui transmet sa prise de sang à jeun. Donc, c'est important, c'est une prise de sang qui a été faite à jeun. C'est important pour la glycémie et l'exploration des anomalies lipidiques. Et le médecin, devant cette prise de sang, évoque un diabète sucré de type 2. Là, on vous donne le diagnostic. Donc, ce ne sera pas l'objectif du cas clinique de trouver le diagnostic. Donc, si on vous le donne, c'est vraiment tant mieux. Ne prenez pas la tête, posez pas de questions, c'est un diabète de type 2. Et voilà, ce n'est pas l'objectif du cas de trouver le diagnostic. Et voilà, il recommande des règles hygiéno-diététiques et 3 mois après, il initie un traitement par metformine. Première question assez classique, commenter le bilan biologique. Donc, je vous propose qu'on le commente ensemble et après j'ai une diapo de correction avec tout ça. Donc si vous voulez participer oralement ou par écrit, n'hésitez pas. On est là pour ça. Ouais, alors Célia, tu dis effectivement, tu as bien noté les paramètres qui sont anormaux sur le bilan. Tout à fait. Là, si on fait ligne par ligne, effectivement, on a une normonatrémie, une normocalémie, hyperglycémie, tout à fait. Ouais, les protéines sont normales. Normocréatinémie aussi. Alors, est-ce qu'il faut écrire normonatrémie ou pas? Euh, J'aurais tendance à dire oui, vous pouvez l'écrire. Après, effectivement, quand c'est normal, euh, il y a peu de chances qu'ils vous mettent vraiment un mot-clé sur la normolatrémie. Tant que vous dites que c'est normal, je pense que vous n'avez pas besoin de. C'est pas essentiel de spécifier normolatrémie, mais j'ai envie de dire, on sait jamais. En fait, on sait jamais. On ne connaît pas la grille de correction du correcteur, malheureusement. Je vous conseille quand même de l'écrire en entier. Normolatrie. En tout cas, si c'est anormal, si c'est pathologique, hyper ou hyponatrémie, là, il faut vraiment l'écrire. Transaminase augmentée, ouais.
Transaminase, je vous avoue, je les ai vraiment mis comme ça pour ajouter des paramètres dans le bilan biologique, mais aussi parce que vous pouvez les retrouver facilement puisque ça fait partie des bilans de routine en fait. Donc les transaminases, est-ce que vous vous souvenez, même si c'est pas le sujet du cas, à quoi, enfin, qu'est-ce qu'elles permettent enfin, qu'est-ce qu'elles représentent, dans quel domaine et comment on peut les interpréter quand elles sont élevées? Ouais, exactement, c'est la cytolyse hépatique. Pour les corps cétoniques, je vais revenir dessus juste après. Très bonne question. Alors pour la question, je reviens sur la question: «Est-ce qu'il faut écrire normothatrémie ou normokaliémie?» Malheureusement, on n'aura jamais la réponse officielle ou c'est pas ce que le correcteur, note ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire ça c'est un seul mot, vous pouvez l'écrire au cas où et après, à mon avis, quand même, les correcteurs, pour tout ce qui est normal, si vous écrivez juste normal, ça suffit, vous avez pas besoin d'écrire le terme. Mais on sait jamais, en fait, il y a pas de bonne réponse malheureusement, je suis désolée. OK. Alors, vous l'avez très bien dit pour les transaminases, du coup, c'est, cytolyse hépatique. Donc là, on voit qu'elles sont très peu élevées quand même, elles sont même pas à 2 fois la normale, en sachant que les transaminases peuvent monter vraiment très, très haut, jusqu'à plus de 10 fois la normale dans les hépatites aiguës. Donc là, c'est pas très inquiétant, ça peut être multifactoriel. Ça peut être tout simplement le patient qui a juste des transaminases un peu augmentées, naturellement. Ça peut être une petite stéatose hépatique liée aux triglycérides ou ça peut être l'alcool, enfin, ça peut être plein de choses. Il y a pas d'inquiétude, mais le mot-clé, du coup, c'est cytolyse hépatique légère. Les gamma-GT sont normales, donc elles sont un peu, enfin, c'est quand même dans la limite haute, mais elles sont normales, donc pas besoin de commenter en détail. Mais si elles étaient un peu élevées, ça peut être le signe d'une cholestase hépatique ou ça peut être aussi un marqueur d'alcoolisme chronique. Ensuite, sur le bilan exploration des anomalies lipidiques, vous avez dit du coup qu'il y avait des triglycérides qui étaient augmentés. Donc, ils sont légèrement augmentés. Et effectivement, le cholestérol total et le cholestérol HDL pardon, sont normaux. Pour la bandelette urinaire, alors j'avais une question dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à la bandelette urinaire? Ouais, bandelette normale. Pas d'atteinte rénale, a priori, oui. Et pour les corps cétoniques, alors l'absence de corps cétonique, ça peut pas exclure un diabète de type 1, mais en tout cas, ça exclut une des complications aiguës du diabète de type 1, qui est, je vous mets la correction, du coup, avec tout ce qu'on a vu. Acidose métabolique. Oui, une acidose métabolique, mais spécifiquement comme acidose. Donc, je l'ai noté en bas. C'est l'acidocétose diabétique. Oui, c'est ça, pas de production de corps cétonique, en tout cas pas en excès. Et effectivement, les corps cétoniques sont produits quand l'insuline n'est pas là ou quand il y a un déficit en insuline, que ce soit total ou relatif, et que du coup, la synthèse des
des corps cétoniques, la cétogénèse est activée en fait en excès et les corps cétoniques sont tellement produits qu'ils ne peuvent pas être éliminés assez rapidement, donc ils s'accumulent. Ça donne une cétose qui est symptomatique que les diabétiques de type 1 doivent apprendre les signes de cette cétose pour pouvoir prévenir la cytocétose diabétique. Et si ça se complique, ça va jusqu'à la cytocétose diabétique et une complication assez sévère du diabète. Pour la protéinurie, du coup, c'est effectivement, vous avez parlé d'atteinte rénale, donc a priori, il n'y a pas de grosse atteinte rénale. Après, vous savez, les pancréates urinaires, c'est pas très très sensible, donc on ne peut pas exclure qu'il y ait une microalbuminurie, c'est-à-dire une toute petite protéinurie, qui est possible dans ce contexte-là. Déjà, chez les patients hypertendus, on peut avoir une légère microalbuminurie, et puis on peut avoir aussi une atteinte rénale débutante ou voilà, qui va conduire à cette microalbuminurie. Est-ce que vous avez d'autres questions sur plutôt, je vous pose une question. Quels sont les paramètres que vous avez envie de calculer? Alors, Lies, tu dis, il faudrait refaire la glycémie à jeun pour affirmer le diabète. Bah, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Je vais le mettre après quand je vais conclure sur le bilan biologique. Donc là, on a une hyperglycémie. Donc, le seuil physiologique, c'est 5,5 hein, pour hyperglycémie. Mais quand on parle de diabète, vraiment, le seuil qu'on prend en compte, c'est 7 millimoles par litre. Donc là, on est au-dessus de 7 millimoles par litre. Donc ça évoque un diabète sucré, mais effectivement, avec un seul prélèvement, on ne peut pas affirmer le diabète sucré. Il faut en refaire un, et s'il est toujours supérieur à 7, alors on affirme le diagnostic. Ça, c'est a priori ce qui s'est passé avec le patient, puisqu'il a revu son médecin 3 mois après, et on lui a prescrit de la metformine à ce moment-là. Sûrement que la glycémie était toujours supérieure à 7. Le diabète était confirmé et il a été traité pour ça. Si par contre, si la glycémie était directement là, sur un seul prélèvement supérieur à 11 millimoles par litre, là, on peut affirmer sur ce seul prélèvement le diabète sucré. En fait, c'est soit supérieur à 7 sur un prélèvement à jeun à 2 reprises, évidemment avec quelques semaines d'intervalle, soit une hyperglycémie déjà très sévère, supérieure à 11,1 millimoles par litre précisément. À jeun ou pas à jeun d'ailleurs, c'est supérieur à 11,1, c'est un diabète sucré. Alors tu dis, il faut calculer l'IMC, ouais, effectivement. Je t'avoue que l'IMC, je l'ai calculé pour les questions d'après sur les facteurs de risque cardiovasculaires. Et là, est-ce que vous avez d'autres paramètres que vous avez envie de calculer? Ouais, exactement, c'est le cholestérol LDL. Après, il y a autre chose que vous pouvez calculer aussi avec parce que vous avez le poids et la créatinémie. Vous pouvez calculer la clairance de la créatinine selon Cockcroft. Donc, je dirais que c'est pas le plus important là. Dans ce cas, la priorité, on est dans un cas de diabète et de dyslipidémie. La priorité, c'est de calculer le cholestérol LDL. Ça, vous êtes sûr que vous devez le calculer, vous êtes sûr que ça vous dépend. Euh, voilà. Donc, je vous ai mis le calcul du cholestérol LDL. Donc, attention, on calcule le cholestérol LDL, c'est-à-dire le cholestérol qui est contenu dans les LDL qui sont l'une des lipoprotéines. On ne dose pas les lipoprotéines toutes seules directement. Ça n'existe pas. Le dosage, c'est toujours le dosage du cholestérol, soit du cholestérol total, soit du cholestérol d'une des lipoprotéines. Cholestérol LDL ou cholestérol HDL. Donc en gros, le cholestérol LDL, c'est assez difficile à doser directement. C'est possible, il y a des méthodes qui existent, mais c'est assez difficile et assez coûteux. Donc généralement, c'est calculé à partir du cholestérol total, du cholestérol HDL qui lui est plus simple à calculer, plus simple à mesurer, pardon, puisque biologiquement on peut facilement isoler euh, les HDL. Donc en fait il y a une technique de biologie qui permet de
de bloquer le cholestérol qui est issu de toutes les lipoprotéines sauf du HDL et du coup, ensuite on dose le cholestérol spécifique de HDL. Donc ça, c'est facile à faire. Le cholestérol total, bah, c'est facile, c'est une réaction enzymatique. On dose tout le cholestérol qui est présent dans le prélèvement. Et donc, avec ça, on peut calculer le cholestérol LDL. En sachant que dans la formule, du coup, la partie triglycérides sur 2,2, quand on parle en millimol par litre, sinon le facteur change si on parle en grammes par litre, ça correspond en fait au cholestérol qui est présent dans les autres lipoprotéines. Enfin, c'est une estimation du cholestérol qui est présent dans les autres lipoprotéines, c'est-à-dire les VLDL, principalement. En gros, là, c'est comme si on disait cholestérol total, moins cholestérol HDL, moins cholestérol VLDL, à peu près. Euh, voilà, donc pour calculer, vous mettez bien la formule avec en définition les termes que j'ai pas défini entièrement, bien définir les termes. Voilà, ensuite vous mettez la formule, enfin, le calcul numérique avec le résultat et vous faites une sorte de mini conclusion pour que ça soit bien clair, sans oublier l'unité et une interprétation. Donc là, on a un cholestérol LDL qui est à 3,3 inférieur à 4,1. Le cholestérol LDL est normal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formule? Alors, comment on définit le terme? Alors, en vrai, là, vous n'étiez pas 100% obligé de définir le terme parce que si on revient en arrière sur le tableau avec le bilan biologique, là, vous avez vu, j'ai fait comme ça. Donc, quand vous mettez les paramètres, vous pouvez mettre entre parenthèses directement l'abréviation du paramètre. T'as cholestérol total, entre parenthèses CT, cholestérol HDL, CLDL, triglycérides TG. Et comme ça, vous pouvez les réutiliser. Comme ça, vous pouvez les réutiliser ensuite dans la formule. Vous n'avez pas besoin de les redéfinir. Si vous les avez déjà définis, vous n'avez pas besoin de le refaire. Alors, à tir, tu disais, si les triglycérides sont supérieurs à 3,9, on peut pas calculer. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que c'est par rapport à cette fraction-là, en fait, c'est cette estimation enfin, qui permet d'estimer le cholestérol VLDL. En fait, si les triglycérides sont vraiment très très augmentés, ça ne fonctionne pas en fait. Et ça représentera pas les cholestérols VLDL. Du coup, la formule sera fausse. Donc ça, vous n'oubliez pas de préciser les conditions. Ça peut valoir un mot-clé. Et alors ensuite, j'ai rajouté du coup la clairance de la créatine. Comme je disais, c'est pas le cœur du sujet de ce cas clinique. Donc si jamais vous êtes vraiment pressé pour faire le cas et que vous êtes un peu débordé au moment du concours, c'est pas la priorité de faire de faire ce calcul qui est assez long. Enfin, ce calcul qui est assez long. Donc à la limite, faites-le à la fin si vous avez le temps. Surtout que là, c'est normal, il n'y a pas d'insuffisance rénale. Qu'à la limite, vous pouvez calculer vous-même vite fait avec la calculette quand vous lisez l'énoncé. Si vous voyez que c'est normal, a priori, on va pas trop vous embêter là-dessus. Vous pouvez laisser tomber et revenir dessus à la fin. Et si vous avez le temps, vous faites le calcul. Alors, est-ce qu'on suppose une absence de kilomicron parce que est-ce qu'on suppose une absence de kilomicron parce que les triglycérides sont lents? Là, les triglycérides, ils sont pas normaux, ils sont un peu augmentés. Mais alors par rapport au kilomicron, tu as bien fait de poser la question. Donc, normalement, sur un prélèvement à jeun, il n'y a pas de kilomicron, sauf si pathologie, évidemment. Et si jamais, du coup, il y a une pathologie et il y a des kilomicrons, on peut les repérer par une technique particulière que je vais pas citer ici. C'est le test de crémage. Le test de crémage, c'est le fait de laisser les,
des tubes de sang à 4 degrés pendant plusieurs heures. Et si jamais il y a des kilomicrons, en fait, ils vont flotter. Ils vont se retrouver tout en haut du tube. Ça va faire une petite couche lactescente en surface. Et ça montre la présence de kilomicrons. Ça peut être un test complémentaire que vous pouvez demander là, effectivement. Test de crémage pour savoir s'il n'y a pas de kilomicrons. Euh, les triglycérides étant un peu augmentés, on ne peut pas exclure là une présence de kilomicrons. Alors par rapport au facteur K, effectivement, c'est une constante. Donc, je ne connais pas son petit nom, mais en tout cas, c'est une constante qui est effectivement différente selon l'homme ou la femme. Là, c'est un homme, c'est 1,23. Du coup, quand on calcule, on retrouve une cléarance de la créate qui est de 91 euh, millilitres par minute. Et donc ça, c'est normal. C'est normal. Mais après, je vais juste rajouter un petit détail qui n'est pas très important ici. Parce que c'est au calcul IMC qui est à 28 kg par mètre carré. Le patient est en surpoids, on verra ça juste après, qui n'est pas non plus en obésité. Mais il faut savoir que chez les patients qui sont du coup en obèses, ou avec une surcharge pondérale importante, on peut surestimer en fait la cléarance de la créatine. Et du coup, penser que le patient n'a pas de trouble rénal alors qu'il en a. Donc c'est important d'y penser si jamais vous avez un cas avec un patient en surcharge pondérale, on va dire significative. Donc là, j'ai fait une conclusion pour ce bilan biologique. Donc je vous conseille, quand vous avez plein de choses comme ça, plein de calculs, de tout regrouper en une petite conclusion pour être sûr de ne pas oublier de mots-clés. Donc comme je disais, il y a hyperglycémie qui évoque le diabète, à confirmer sur un deuxième prélèvement. Et pour les anomalies lipidiques, on a du coup une hypertriglycéridémie légère et isolée. On a vu que les cholestérols LDL étaient normaux, qu'il n'y a pas d'hypercholestérolémie. Et j'ai pas parlé de l'aspect du sérum, mais s'il était donné, il serait légèrement opalescent du fait de la présence de triglycérides. Encore que là, les triglycérides sont vraiment très peu augmentés, donc l'opalescence serait vraiment très très légère. Et si les triglycérides sont très très élevés, on n'est pas opalescent mais lactescent, c'est-à-dire que le tube est carrément tout blanc. Donc ça peut évoquer une dyslipidémie de type 4, c'est-à-dire les dyslipidémies à VLDL. On ne peut pas exclure là, les dyslipidémies de type 1 à kilomicron. Effectivement, le fait de faire un test de crémage, s'il est négatif, permettrait d'écarter les dyslipidémies à kilomicron. Je voulais juste faire un petit rappel sur les lipoprotéines. Donc, les lipoprotéines, ce sont des petites billes du coup, qu'on trouve dans le sang qui permettent de transporter les lipides. Donc, les lipides que sont surtout les triglycérides et le cholestérol, qui ne peuvent pas, du fait d'être lipidiques, circuler tout seuls dans le sang. Donc, ils circulent à l'intérieur des lipoprotéines. Ces lipoprotéines ont des compositions variables en triglycérides et en cholestérol. Les lipoprotéines les plus riches en triglycérides, ce sont les kilomicrons et les VLDL. Donc, si on a une pathologie liée avec une hypertriglycéridémie isolée, a priori, le problème est lié soit au VLDL, soit au kilomicron. À l'inverse, les lipoprotéines riches en cholestérol sont les LDL et les HDL. Du coup, si on a un trouble lié au cholestérol, c'est les LDL qui vont être atteints. En sachant que les HDL représentent le bon cholestérol, entre guillemets. Donc on cherche au contraire à ce que les HDL soient élevés. Est-ce que vous avez des questions sur cette première question? C'était la plus longue, en tout cas. Alors, la deuxième question, c'était sur les mesures hygiéno-diététiques. Et ça, c'est une question que vous pouvez avoir facilement au concours.
Donc ça nécessite d'apprendre un peu quelques mots-clés qui sont assez redondants, qui sont assez faciles. Et le conseil que je vous donne, c'est de toujours réfléchir par groupe de mesures, parce qu'en général, il y a plusieurs groupes de mesures, et c'est pour ne rien oublier. Donc surtout ne pas seulement parler de la diététique, et aussi ne pas oublier du coup l'activité physique. Et pour tout ce qui est diététique et sport, donc pas besoin de rentrer dans des détails hyper précis. C'est pas vraiment au programme. Vous avez juste quelques mots-clés à bien avoir en tête. Donc, pour contextualiser, on a du coup un patient diabétique qui a une légère hypertriglycéridémie, qui a une hypertension artérielle déjà connue et qui est en surpoids du fait de son IMC. Donc, j'aurais pu le calculer là, l'IMC. J'avoue, je l'ai vraiment calculé dans la question 3, mais vous pouvez le calculer dès la question 2, voire dès la question 1. Euh, Pourquoi on met en place des mesures échinodiététiques? C'est pour principalement réduire le risque cardiovasculaire. Puisque le risque cardiovasculaire, en fait, c'est le vrai problème du diabète, c'est le vrai problème de l'hypertension artérielle. Enfin, c'est ce qu'on redoute en fait chez le patient. Donc on fait tout en place pour réduire ce risque cardiovasculaire. Euh, du coup, est-ce que vous avez des idées de mesures à recommander? Parfait. Régime type méditerranéen. Donc pour le régime, il n'y a pas de... Il n'y en a pas 36 000. Le seul régime qui est vraiment recommandé de manière médicale, c'est le régime méditerranéen. Vous pouvez le mettre à chaque fois qu'on parle de mesures hygiéno-diététiques. Activité physique adaptée, arrêt du tabac et alcool, tout à fait. Parfait, accentuer l'activité. Encore mieux. Alimentation normosodée, ouais, pour l'hypertension, tout à fait. Alors quand on dit activité physique adaptée, voilà, le patient, il a l'air d'être en bonne santé, capable de se déplacer et tout. Qu'est-ce que vous avez envie de recommander comme activité physique? Enfin, c'est quoi l'activité physique recommandée par l'OMS? Le truc vraiment standard. La marche, ouais. 10 000 pas. 30 minutes par jour. Ouais, c'est ça. Minimum parfait, minimum 30 minutes d'activité par jour. Plus exactement, 30 minutes d'activité au moins 5 jours sur la semaine. Au moins 5 jours par semaine. C'est exactement ça. Ça, je pense que c'est la seule chose que vous devez savoir sur les recommandations d'activité physique. Et aussi, si jamais vous avez un cas clinique avec un patient très très âgé qui a l'air de ne pas pouvoir se déplacer, évitez de le recommander de faire 30 minutes d'activité par jour. Ou vous pouvez le mettre en disant, mais ce patient ne peut pas faire ça. Donc là, on va recommander plus de la kiné ou ce genre de choses. Diminuer la consommation de glucides à IG élevé. Exact. Donc là, le mot-clé important pour les glucides, c'est d'éviter effectivement les glucides à IG, donc index glycémique élevé, qui vont entraîner des pics postprandiaux de glucose, donc des pics d'insuline. Et ça peut à terme en fait déréguler le système de l'insuline et ça peut conduire à des insulinorésistances. Alors, éducation thérapeutique pour la gestion de la glycémie. Alors, c'est une très bonne remarque. Euh, la gestion de la glycémie, donc tu veux dire le fait de faire des auto-mesures de la glycémie, c'est ça? Alors, pour la gestion de la glycémie, tout ce qui est auto-mesure de la glycémie, ça va plutôt concerner le diabétique de type 1, donc qui est traité par insuline, ou le diabétique de type 2 dans certains contextes, donc celui qui n'est pas observant ou celui qui va devenir insulino-nécessitant, va avoir besoin d'insuline, qui va devoir gérer l'auto-mesure de la glycémie. Oui, tu disais pardon pour l'alimentation.
Oui, effectivement, on peut penser à l'éducation thérapeutique pour lui apprendre à bien gérer la diététique, bien savoir quels aliments sont sucrés ou non, etc. Ça, j'ai envie de dire, l'éducation thérapeutique, c'est plus dans un second temps. Si jamais ça se passe pas bien, le patient n'arrive pas. Dans un premier temps, on dit au patient d'essayer de gérer tout seul et de voir comment ça fonctionne. Alors, je vous mets les réponses. Bah, c'est vraiment parfait tout ce que vous m'avez dit. Je vous mets les réponses. J'ai un peu développé pour l'alimentation. Donc, c'est un apport adapté, c'est-à-dire adapté à l'âge du patient, à sa morphologie, au fait que ce soit un homme, hein. Les apports nutritionnels sont différents en fonction de de notre sexe ou de notre poids, de notre corpulence. L'apport nutritionnel doit être équilibré, donc on recommande vraiment trois repas principaux, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Euh, le régime type méditerranéen, donc c'est le mieux, hein, c'est le plus équilibré. Pour les glucides, les recommandations standards, c'est 50% de l'apport énergétique total. Et on évite les aliments à index glycémique élevé, comme je disais. Et on privilégie, du coup, à l'inverse, les aliments non raffinés à un index glycémique bas, c'est-à-dire les fruits, légumes et féculents, tout simplement. Pour le régime méditerranéen, en vrai, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que le fait de le dire, ça suffit. Ouais. Je sais que moi-même, je saurais pas le développer. Le plus important, c'est de penser à dire régime méditerranéen. Ouais. Pour les lipides, c'est 35 à 40%. Là, les lipides, on n'en avait pas parlé, mais ça, c'est plus parce que c'est plus lié à l'hypertriglycéridémie. Mais après, c'est des recommandations qu'on donne à tout le monde, hein, même s'il n'y a pas d'hypertriglycéridémie. Donc, on évite, enfin, on limite les acides gras saturés, les acides gras trans, et on favorise les acides gras insaturés. Donc, je pense de la même façon, il n'y a pas besoin de développer qu'est-ce qu'un acide saturé, qu'est-ce qu'un acide gras saturé. Juste le fait de citer, ça suffit. On favorise les phytostérols. On réduit les apports en sel par rapport à l'hypertension et favorise les fibres et les micronutriments. Pour l'alcool c'est problématique d'une part parce que c'est calorique, l'éthanol est lui-même très calorique, et parce que ça entraîne une élévation des triglycérides si la consommation est excessive. Donc les recommandations, c'est maximum 2 consos standards par jour. On ne recommande pas directement d'arrêter l'alcool, voilà, sauf si il y a une hypertriglycéridémie qui est importante ou si le patient est assez déséquilibré, là on dit d'arrêter l'alcool. Mais on essaye au départ juste de dire maximum de consommation par jour. Le tabagisme, il n'y a pas de question à se poser, on recommande d'arrêter. Donc c'est sevrage tabagique recommandé dans tous les cas. Le tabagisme, ça aggrave les complications du diabète, ça, c'est quelque chose qui a un risque cardiovasculaire très élevé, qui est très mauvais, et en plus il y aurait des effets directs sur l'insuline. Donc il n'y a pas de question, on recommande le sevrage tabagique. Et pour l'activité physique, comme je disais, bah, c'est parfait pour le contrôle glycémique, pour la perte pondérale et pour les risques cardiovasculaires. Donc voilà pour les mesures diététiques. C'est ça que vous ayez un patient qui a juste un diabète ou juste une dyslipidémie ou les deux, vous mettez les mêmes recommandations, ça vaut pour les deux. En insistant un peu plus pour les glucides si c'est un diabète et pour les lipides si c'est une dyslipidémie, mais de toute façon, les recommandations sont données dans les deux cas et c'est les mêmes. Hop. Je passe à la question 3 sur les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, je vous ai un peu aidé, j'ai commencé à écrire les facteurs de risque à étudier en séparant ceux qui sont non modifiables de ceux qui sont modifiables. C'est comme ça que ça a été que c'est classé. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur notre patient?
Ouais, âge supérieur à 40 ans, effectivement, c'est un facteur de risque. Donc là, je peux retenir que plus le patient est âgé, plus c'est risque. Donc on a le seuil de 40 ans et après on a le seuil de personnes âgées, donc 65 ou 75 ans. Alors j'ai plein de choses. IMC élevé, le fait qu'elle soit un homme, donc ça c'est pas un immense facteur de risque, mais les hommes sont plus à risque que les femmes. C'est un risque, on va dire, relatif par rapport aux femmes. Il est fumeur, effectivement. Il a l'hypertension. Alors j'avoue, pour le seuil de l'âge, je me suis posé la même question. J'ai cherché s'il y avait pas un seuil. Euh, Effectivement, il est différent, enfin c'est différent selon l'homme et la femme. Il n'y a pas de seuil très, très précis, je crois, pour l'âge. En tout cas, les tables score commencent à partir de 40 ans. Donc je dirais le seuil, va dire, le plus bas, c'est 40 ans. Après, effectivement, à partir de 50 ans, les risques commencent à augmenter. Et au-delà de 65 ans, les risques sont encore plus forts. On rentre dans le seuil des personnes plus âgées, même si le vrai seuil pour les patients âgés, c'est 75 ans. Ok, parfait. Je vous mets les réponses. Alors, juste pour l'hypertension artérielle, vous en pensez quoi? C'est une hypertension artérielle qui est traitée. Est-ce que vous considérez que c'est quand même un facteur de risque? Hmm. Ouais, donc là, on avait des valeurs qui étaient pas terribles dans l'énoncé, tout à fait. Et aussi, en fait, ce que vous pouvez retenir, c'est que l'hypertension, c'est un vrai facteur de risque, quoi qu'il arrive. Même si elle était enfin, elle était résolue par un traitement, c'est quand même un facteur de risque. Donc, hypertension artérielle, traitée ou pas, euh, équilibrée ou pas, c'est un facteur de risque. Donc, évidemment, une hypertension artérielle très élevée non traitée, c'est plus un risque qu'une hypertension traitée. Mais quoi qu'il arrive, c'est un risque. Et oui, tu as raison, là, elle n'est pas très bien traitée, a priori, parce qu'il avait une grosse tension. Donc, c'est un vrai facteur de risque. Donc, le diabète, c'est aussi un facteur de risque très, très important. Et par rapport à l'hypertriglycéridémie, vous en pensez quoi? Quelle est la dyslipidémie la plus à risque entre les hypercholestérolémies et les hypertriglycéridémies? Ouais, c'est ça, c'est surtout les hypercholestérolémies. Donc là, le fait d'avoir une petite hypertriglycéridémie, c'est un risque qui est vraiment faible. Alors, il faut le mentionner, c'est partie des facteurs de risque, mais il est vraiment faible. Le vrai facteur de risque au niveau des dyslipidémies, c'est les hypercholestérolémies, parce que c'est elles qui sont athérogènes. Les triglycérides ne sont pas athérogènes. C'est le cholestérol qui va conduire à tout le processus d'athérosclérose. Voilà, je vous mets la correction. Ah, mais oui, j'avais mis 50 ans. Ah, parfait. Donc, effectivement, il a plus de 50 ans, mais il a moins de 65 ans, donc le risque est, on va dire, modéré par rapport à l'âge. Euh, donc, c'est un homme. Il n'a pas d'antécédents, donc ça, c'est un non-facteur de risque. Donc, s'il y a des antécédents perso ou familiaux d'événements cardiovasculaires qui surviennent à un âge jeune, inférieur à 50 ans, c'est un facteur de risque qui est assez important. Donc il est en surpoids, donc c'est un facteur de risque, mais moins important que s'il était en obésité. Et le tabagisme, j'en ai pas reparlé. Donc là, il fumait un paquet par jour depuis qu'il a 30 ans. Il a 54 ans, donc ça fait 24 ans qu'il fume un paquet par jour. Ça donne 24 paquets.
en sachant que le seuil, on va dire, inquiétant du tabagisme, c'est supérieur à 20 paquets années. Donc là, c'est un facteur de risque plus, plus, plus. Le diabète, c'est un facteur de risque très important aussi, quoi qu'il arrive. Et l'hypertension, très important, mais le fait qu'elle soit traitée, ça diminue un peu le risque quand même. Voilà. Alors, par rapport à la suite de la question qui va avec, quel est son niveau de risque cardiovasculaire? Donc, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à cette question? Oui, au-dessus de 20 paquets année, c'est le seuil, on va dire, critique du tabagisme. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a moins de 20 paquets année, c'est un facteur de risque. Mais on va dire c'est le seuil critique qu'on prend en compte, c'est 20 supérieur à 20 paquets année. S'il y avait une hypercholestérolémie légère, j'aurais dit risque modéré, je pense. Je- Ouais, c'est ça, modéré. Et puis après, si l'hypercholestérolémie est importante, si en plus les cholestérols HDL sont abaissés, je veux dire que c'est un risque très important. Important, voire très important. Alors, est-ce que vous avez une idée de facteur de son niveau de risque cardiovasculaire? J'avais précisé dans le sujet de ne pas utiliser évidemment de tables score qui sont évidemment pas à retenir, heureusement. Risque modéré, tu dirais. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Sévère, voire même très sévère. Bon, je vous donne la réponse. Donc, comme je disais, les tables scores sont pas à prendre. De toute façon, un patient diabétique ne peut pas utiliser une table score. Enfin, on ne peut pas utiliser une table score pour un patient diabétique. Euh, Là, je vous ai mis à droite la fiche HAS de 2017 que je trouve pas mal, qui permet de résumer tout ce que vous avez à retenir sur le niveau de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, je pense que vous devez retenir qu'est-ce que ça veut dire un niveau de risque faible, modéré, élevé, très élevé par rapport au pourcentage, de connaître les différents seuils. Ensuite, vous devez savoir qu'un patient diabétique, euh, c'est un, ça entraîne systématiquement un niveau de risque significatif. Donc, s'il a moins, oui, s'il a moins de 40 ans et qu'il n'a aucun autre facteur de risque, c'est un risque modéré, un niveau de risque modéré. S'il a plus de 40 ans, mais sans d'autres facteurs de risque, ou s'il a moins de 40 ans, le niveau de risque est élevé. Et là, chez notre patient, donc il a plus de 40 ans, comme on disait, et il a plusieurs facteurs de risque. Les plus significatifs, c'est l'hypertension artérielle et le tabagisme supérieur à 20 paquets années. Donc là, en fait, on est sur cette ligne-là. Donc ça, sans connaître les tables scores, vous pouvez savoir qu'un patient diabétique supérieur à 40 ans, qui a au moins un facteur de risque, est considéré d'emblée comme un niveau de risque très élevé, c'est-à-dire un équivalent du, de table score supérieur à 10%. Donc le supérieur à 10%, je vous ai traduit un peu ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'il a une probabilité de plus de 10% de subir un événement cardiovasculaire dans les 10 ans. Voilà. Moi, je vous conseille d'apprendre, du moins de bien comprendre cette fiche. Après, je pense qu'elle n'est pas trop difficile à retenir. Et c'est ce que vous devez connaître pour le niveau de risque cardiovasculaire. Donc voilà pour cette question. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais passer à la suivante parce qu'on a quand même pas mal de questions. Alors, du coup, on va rentrer dans la biologie pure. Quelle analyse biologique permettra de suivre l'équilibre glycémique du patient? Donc, tout à l'heure, on a parlé de la glycémie à jeun,
qui permettait de faire le diagnostic du diabète. La glycémie à jeun supérieure à 7 sur 2 prélèvements, c'est le diagnostic du diabète. Ensuite, pour le suivi, on n'utilise pas la glycémie. Alors même si on va quand même doser la glycémie dans les bilans de routine, mais ce n'est pas le marqueur de suivi. Le marqueur de suivi, c'est autre chose que vous devez connaître par cœur. Est-ce que vous avez la réponse? L'hémoglobine glyquée, tout à fait. Alors, Elias, lui dit refaites la glycémie des 3 derniers mois. Alors moi, dans mon cours, j'ai les reflets de la glycémie sur les 2 derniers mois. Je ne sais pas ce que vous avez, si d'autres personnes ont sur les 2 derniers mois, pas sur les 3 derniers mois. J'ai un doute tout d'un coup. Ouais, 2 à 3 mois, ok. Oui, c'est ça. Alors la durée de vie du globule rouge, c'est 120 jours exactement. Donc ça, c'est... Je reprends depuis le début de la diapo. Donc l'hémoglobine glyquée, effectivement, c'est le marqueur de suivi du diabète. HbA1c, c'est l'abréviation. Donc c'est de l'hémoglobine A qui a fixé du glucose. Donc qui a fixé une ou deux molécules de glucose sur l'extrémité enter des chaînes bêta par réaction non enzymatique. C'est-à-dire que c'est en fait un mécanisme qui est irréversible, qui est assez inévitable. Quand on a une hyperglycémie, le glucose va se fixer de manière lente sur les molécules, sur les chaînes de globine, et après c'est irréversible. Euh, donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, la durée de vie des globules rouges, c'est 120 jours. Mais si on prend un tube de sang, au hasard, un échantillon de sang du patient, il aura dans son sang des hémoglobines jeunes, des hémoglobines plus âgées. Et en fait, la moyenne d'âge des hémoglo- des- pardon, la moyenne d'âge des globules rouges dans le prélèvement est de 60 jours. Parce qu'il y a autant de globules rouges jeunes que de globules rouges plus âgés. En gros, la moyenne d'âge, c'est la moitié de la durée de vie, donc c'est 60 jours. Donc c'est pour ça qu'on considère que le taux d'hémoglobine glyquée est le reflet de la glycémie sur les 2 derniers mois. Ce qui est recommandé, c'est de doser tous les 3 mois. C'est peut-être pour ça qu'il y a, on dit 2 à 3 mois, parce que c'est le reflet sur les 2 derniers mois, et on recommande de faire le dosage tous les 3 mois. Ça sert absolument à rien de faire le dosage, euh, enfin, on peut faire le dosage tous les 2 mois, mais au-delà, ça sert pas à grand-chose de faire le dosage tous les mois ou plus rapproché. En laboratoire, on annule les analyses si jamais des cliniciens demandent une hémoglobine glyquée chez un patient chez qui on l'a déjà fait dans les 2 derniers mois. Donc la valeur normale à retenir, c'est 6% de l'hémoglobine totale. Des objectifs thérapeutiques, ils vont dépendre du profil du patient. Donc c'est au-delà de 6%, hein, les objectifs. Le cas général, c'est 7%. Ensuite, il y a des cas particuliers. Donc chez le patient qui va être très jeune, très en forme, moins de 40 ans, etc., on va avoir un seuil de 6,5%. On va être plus exigeant. Et à l'inverse, chez les patients âgés qui ont une espérance de vie moins importante, on va éviter en fait d'être trop restrictif sur les traitements. Et donc, on va avoir des objectifs un peu plus flexibles de 8%. Moi, je pense que pour le concours, vous avez surtout à retenir 7%. Voilà, donc on dose tous les 6 mois si le diabète est équilibré, sinon tous les 3 mois. Il y a des interférences liées à l'hémoglobine, parce que c'est un dosage qui implique l'hémoglobine. Donc, s'il y a des pathologies en lien avec l'hémoglobine, ça interfère sur le résultat. Donc, chez certains patients, on peut utiliser les fructosamines qui permettent qui correspondent au dosage en fait des protéines glyquées.
en général, notamment principalement l'albumine. Et avec les fructosamines, on peut faire des dosages plus rapprochés puisqu'ils sont le reflet de la glycémie sur les 20 derniers jours. Alors, Yasuti, j'ai vérifié, c'est écrit reflet de 3 mois. Je vais regarder ça à la fin de la conférence. Et si jamais c'est 3 mois, je vous enverrai un truc sur le chat de biochimie sur le Discord. Je vais vérifier ça. Merci de l'avoir dit. Alors, donc maintenant, la durée de vie des globules rouges, c'est 120 jours, ouais. C'est 120 jours, donc c'est 4 mois. Et du coup, la moyenne d'âge dans un tube de sang, c'est la moitié, c'est 60 jours. Donc 2 mois. Alors, la question 5, on va passer du coup à la partie pharmacie clinique, pharmaco. On va parler de la metformine, qui est l'antidiabétique que vous devez vraiment connaître sur le bout des doigts, puisque c'est l'antidiabétique de première intention. Ça va être forte chance qu'il tombe si jamais vous avez un diabète de type 2 au concours. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la metformine? Donc, j'ai normoglycémiant, c'est parfait. Très important comme mot-clé. Inhibition de la néoglucogénèse, très bien. Et famille des bigonides, très bien aussi. Et évidemment, un antidiabétique. Ça, il faut pas oublier de le dire. Euh, Amélioration de la sensibilité à l'insuline, tout à fait. Ok, alors je vous mets la correction. Donc, évidemment, bien penser, voir du plus large au plus précis quand on parle de classe. Donc, quelle est la classe thérapeutique? Donc, ça correspond en fait à la pathologie qui est traitée. Donc, si c'est un antidiabétique. Et la classe pharmacologique, c'est plus la sous-classe parmi les antidiabétiques. Donc là, c'est un insulinosensibilisant et une biguanide. La biguanide, c'est plus je dirais la classe chimique, entre guillemets. Mais voilà, il faut bien mettre les deux. Donc c'est biguanide, insulinosensibilisant. Et bien sûr, ne pas oublier que c'est un antidiabétique. Le mécanisme d'action, donc c'est le principal mécanisme d'action, c'est l'inhibition de la néoglucogénèse. Donc la néoglucogénèse qui est la production endogène de glucose. Donc on va limiter cette production endogène. Et il y a aussi tout un effet sur la sensibilité à l'insuline et aussi sur l'absorption du glucose au niveau intestinal. Ce qui est très important pour les antidiabétiques, c'est de distinguer ceux qui sont normoglycémiants de ceux qui sont hypoglycémiants. Là, c'est très important pour la metformine de spécifier qu'elle est normoglycémiante. Elle n'induit pas de risque d'hypoglycémie. Alors, pour la suite de la question, tout à fait, l'un des effets anticérébraux principaux, c'est l'acidose lactique. Est-ce que vous avez un autre effet indésirable qui est la carence en vitamine B12 aussi, ouais. Et un truc un peu plus trouble digestif, ouais. Exact. Alors la carence en vitamine B12, je ne l'ai pas cité sur la diapo, mais c'est tout à fait juste. J'ai vraiment cité les deux principaux effets indésirables, avec du coup la mauvaise tolérance digestive qui est fréquente mais bon, non grave. On recommande de prendre la metformine pendant ou juste après les repas pour limiter ces troubles digestifs. Par contre, l'effet indésirable qui est rare mais grave, c'est l'acidose lactique. Donc l'acidose lactique, ça correspond en fait enfin, c'est lié à l'accumulation de lactate qui est provoquée par un excès de production dans les situations d'hypoxie
et ou par un défaut d'élimination par insuffisance rénale. Le problème de la metformine, c'est qu'on a vu qu'elle inhibait la néoglucogénèse. Et le lactate est substrat de la néoglucogénèse. Donc, si on bloque la néoglucogénèse, on accumule d'autant plus de substrat. Donc, c'est un facteur très, très favorisant, le traitement par metformine, dans le développement des acidoses lactiques. Donc, c'est pour ça que c'est un effet indésirable, on va dire, spécifique de la metformine par rapport aux autres antidiabétiques. Après, évidemment, l'acidose lactique n'est pas spécifique du diabète, n'est pas spécifique de la metformine. Mais dans le contexte du diabète, elle est retrouvée chez les patients diabétiques de type 2 traités par metformine qui ont une situation d'hypoxie tissulaire et ou une insuffisance rénale. On recommande d'arrêter immédiatement en cas en situation d'hypoxie ou de dégradation brutale de la fonction rénale. Et du coup, les posologies, vous savez, sont adaptées en fonction de la clairance de la créatinine avec une contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère inférieure à 30 millilitres par minute. Très bonne question pour la carence en vitamine 2. J'avoue que je sèche un peu, je sais pas, j'ai pas la réponse. Désolée. Je sais pas du tout, je t'avoue. Mais très bonne question. Je vais regarder ça. Alors, pour la suite, la suite, donc le patient est déséquilibré, son diabète est déséquilibré et une dyslipidémie de type 2B est révélée. Donc, le docteur change le traitement antidiabétique, enfin le complète et débute un traitement par statine. Euh, donc, quels antidiabétiques vous proposez en association avec la metformine? Ça, c'est une question un peu liste où vous devez lister quelques antidiabétiques. Et les recommandations précises avec les schémas décisionnels, etc., ne sont pas vraiment à retenir. Pour vous, je vous rassure. Et après, savoir quels sont les antidiabétiques qui sont utilisés en deuxième intention avec la metformine. Je pense que ça fait partie du programme. Ouais, très bien. Les inhibiteurs de SGLT2, les analogues GLP1, parfait. Inhibiteurs des TP4, très bien. Ah, vous avez dit les plus importants là. Très bien, très bien. Moi, je dirais que dans cette question, ce qui est important, c'est de donner du coup la classe que vous associez et de donner un exemple à chaque fois de molécule. L'avantage, bah, c'est la perte de poids, effectivement. Donc, chez un patient en obèse, on va privilégier les analogues GLP1 qui permettent une perte pondérale importante. Donc, je vous mets la réponse. Donc, du coup, la bithérapie, qui est proposée en deuxième intention en cas de déséquilibre sous metformine. Euh, On a au choix surtout les inhibiteurs du SGLT2, les analogues du GLP1. Je dirais ensuite les deux autres, que les inhibiteurs des TPP4 et sulfamides sont moins recommandés mais peuvent être utilisés quand même, en sachant que les sulfamides restent problématiques du fait du risque d'hypoglycémie qui est assez important. Et du coup, ils sont de moins en moins utilisés. Si les objectifs sont toujours pas atteints, on va faire une trithérapies avec, en rajoutant une de ces molécules qui n'est pas déjà utilisée. Et si jamais ça va toujours pas, on peut commencer une insulinothérapie, comme pour le diabète de type 1. J'avance un peu pour qu'on ait le temps de faire les QCM, je suis désolée. Alors, dans l'objectif d'internat, ouais. Alors moi, je vous avoue que les cours que j'ai eu, du coup, c'était assez longtemps. Je me suis rendu compte que c'était plus d'actualité et j'ai regardé hier sur les recommandations de la Fédération de Diabéto et ils donnaient ces deux-là en premier, du coup, inhibiteur SGLT2 et analogue GLP.
Là, j'ai vraiment repris les dernières recos. Euh, et après, je pense que si tu mets inhibiteur des TPP4, ça sera bon aussi. Je pense qu'il ne faut pas, comme je disais, les recommandations, vous n'avez pas besoin de les savoir sur les pots et toits. Le plus important, c'est de proposer des classes qui sont cohérentes et voilà, et de savoir citer des classes d'antidiabétiques avec les petits noms des molécules. Voilà. Ok, top. Alors, je suis désolée, je vais avancer un peu pour qu'on les transfère les QCM. Donc, question type, vraiment, vous apprenez ça par cœur et si ça tombe, vous balancez la réponse. C'est des points faciles. Citez les complications chroniques du diabète. Neuropathie, yes. Rétinopathie, macromicroangiopathie. Alors, très bien de citer de classer en macro et microangiopathie. Parfait. Donc, je vous conseille de classer comme ça. C'est top. Néphropathie diabétique, parfait. Et un autre truc aussi, bon, si je vous le dis, je vous donne directement la réponse. Quelque chose qui peut donner lieu malheureusement à des amputations chez les patients diabétiques. Ouais, pied diabétique, tout à fait. Ok, pas top. Alors, je vous mets les réponses. AOMI, très bien, qui font partie des complications cardiovasculaires. Bon, du coup, je vous ai tout résumé ici. Donc, il y a deux gros groupes de complications. C'est les macroangiopathies, donc ils attendent des gros vaisseaux qui vont conduire à des pathologies cardiovasculaires avec soit au niveau périphérique, AOMI, soit AVC, soit coronaropathie avec un risque d'infarctus du myocarde. Ensuite, on a les atteintes des petits vaisseaux, les microangiopathies, qui vont toucher le rein avec une néphropathie diabétique et un risque d'insuffisance rénale à terme. Et au niveau ophtalmo, avec une rétinopathie diabétique avec un risque de cécité. Ensuite, on a tout ce qui est neuropathie, donc assez multiple, avec des polynévrites, des troubles sensitifs, des troubles du système végétatif, qui peuvent entraîner les troubles de la régulation cardiaque, quand le cœur ne s'adapte plus à l'effort, etc. Et des troubles aussi de gastroparésie. Troubles aussi au niveau digestif, de diarrhée, etc. Et des troubles au niveau urinaire aussi, enfin, tout ce qui est système végétatif. Ensuite, on l'a pas dit ici, mais il y a tout ce qui est risque infectieux et surtout risque de surinfection bactérienne. Donc, c'est avec les patients, par exemple, diabétiques, lorsqu'ils ont une grippe ou le Covid, etc., ils risquent plus facilement de développer des surinfections pulmonaires, notamment. Et ensuite, on a le pied diabétique. Et le pied diabétique, en fait, c'est un peu le mix de tous les problèmes. Donc, c'est lié à la fois aux troubles vasculaires, aux troubles neurologiques et aux troubles infectieux. En fait, c'est des patients qui vont mal sentir leurs pieds, donc ils vont facilement se blesser. En plus de ça, ça circule mal, donc ça va mal cicatriser. Et en plus de ça, ils ont un risque infectieux, donc ça va s'infecter très facile. Donc on appelle ça autrement le mal perforant plantaire. Là, j'en ai cité plus que trois. En vrai, je vous conseille de tous les citer, comme ça vous êtes sûr d'avoir les points. Les plus importants, c'est vraiment, je dirais, macroangiopathie, microangiopathie, ça vous ne pouvez pas passer à côté. Et ensuite, le reste, bah, je dirais que le plus important, enfin, le reste sont un peu plus secondaires, mais je vous conseille quand même de les citer. Et vraiment, s'il y en avait trois à citer, c'est vraiment atteinte cardiovasculaire, atteinte rénale, atteinte ophtalmo. Ça conduit à des tests de surveillance particulières. Les patients je ne l'ai pas posé la question, mais ils doivent autosurveiller leurs pieds régulièrement. Ils doivent faire des contrôles ophtalmo, des ECG, etc. Ça peut être une question qui peut être posée aussi. Mais voilà pour cette question. Alors, on va passer aux dyslipidémies. Donc, la dyslipidémie de type 2B, est-ce que vous savez à quoi elle correspond?
Mix, parfait. Donc la première chose à se demander pour les dyslipidémies, est-ce que c'est isolé, est-ce que c'est mixte? Et si c'est isolé, est-ce que c'est à cholestérol ou à triglycérides? Là, dans ce cas-là, c'est mixte, tout à fait. Ensuite, on se demande quelles sont les lipoprotéines qui sont concernées. LDL et VLDL, parfait, c'est exactement ça. Mais la réponse. Alors, vous connaissez la classification pour les dyslipidémies, c'est la classification de Fredrickson, qui est à bien connaître. Donc, la dyslipidémie de type 2B fait partie des hyperlipoprotéinémies mixtes, c'est-à-dire à cholestérol et à triglycérides. Donc, pour le cholestérol, c'est lié à une élévation des LDL, et pour les triglycérides, c'est lié à l'élévation des VLD. Donc, biologiquement, on va avoir du cholestérol LDL qui va être augmenté, et le cholestérol total évidemment, c'est évidemment lié les deux. Et donc ça va conduire à un risque athérogène. Comme on disait, c'est le cholestérol qui est responsable du développement des plaques d'athérosclérose. Moins que le type 2A, le type 2A, c'est une hypercholestérolémie isolée. Ensuite, les triglycérides vont être élevés du fait de l'élévation des VLDL. Ça va conduire à un sérum opalescent au niveau biologique. Le cholestérol HDL, le bon cholestérol va être diminué. Et tu parlais d'ApoB, l'ApoB va être élevée. Donc l'ApoB, c'est, retenez l'apoprotéine. Les apoprotéines, ce sont des protéines qui composent les lipoprotéines. Le fait, le terme apoprotéine, ça veut dire protéine qui fait partie d'un complexe qui n'est pas uniquement protéique. Donc, par exemple, les globines, ce sont des apoprotéines des hémoglobines. Et là, les apoprotéines qu'on voit ici, ce sont les protéines des lipoprotéines. Donc, les ApoB, retenez que ce sont les apoprotéines des mauvaises lipoprotéines. Les apoprotéines qui sont présentes sur les LDL et sur les VLDL et qui sont absentes des HDL. Euh, voilà. Donc là, je vous ai mis au niveau épidémiologique. Ça qui est un peu compliqué avec la classification, je trouve, c'est que ça mélange un peu euh, les formes primitives et les formes secondaires. En fait, pour chaque type de dyslipidémie, vous avez des formes primitives et des formes secondaires. Là, la forme primitive, ça s'appelle l'hyperlipidémie combinée familiale. Et la forme secondaire, bah, c'est très fréquent. Et là, chez notre patient, bah, a priori, c'est ça, puisque le diabète déséquilibré est connu pour entraîner des dyslipidémies mixtes de type 2B. J'ai plus le mécanisme des hyperlipidémies combinées familiales, mais c'est peut-être de ça dont tu parlais, Célia, sur l'augmentation de la synthèse des ApoB. Tu parlais peut-être des dyslipidémies primitives. Voilà, donc retenez pour les dyslipidémies, on dit si c'est isolé, à quoi, si c'est mixte, quelles sont les lipoprotéines qui sont élevées, et ensuite biologiquement, on détaille tout. Et on peut parler de l'ApoB, du coup, qui va être élevé du fait de l'élévation des LDL et des VLD. Alors, autre question à ce type, il y a, qu'il faut retenir par cœur, qu'il faut recracher si ça tombe le jour du concours, c'est le suivi biologique du traitement par statine. Quelles sont les deux choses qu'on va surveiller principalement? Suivi hépatique, tout à fait. Si on commence par le suivi hépatique, donc qu'est-ce qu'on va faire précisément pour ce suivi hépatique? On va doser la latte, puisque les statines sont connues pour élever les transaminases.
Après, j'ai tout détaillé sur la surveillance. Donc, on dose la latte avant traitement, notamment pour avoir le taux basal en fait, du patient. Ensuite, 8 semaines après, puis tous les ans, lors des bilans de contrôle. Si les transaminations sont supérieures à 3 fois la normale, on s'inquiète un peu, on réduit la poso ou on arrête. Et on contrôle 1 mois à 6 semaines après. Et après, tu as raison, le deuxième risque, c'est la rhabdomyolyse. Plus largement, le risque d'atteinte musculaire. Et là, quel est le marqueur qu'on va doser? CPK, CK, parfait. Alors, CPK et CK, c'est la même chose, on peut utiliser les deux abréviations. Et son nom entier, créatine kinase, parfait, parfait. Alors, je vous mets la réponse. Donc, avec les statines, il y a un risque d'atteinte musculaire. Le risque qu'on redoute, c'est les rhabdomyolyses. Euh, donc là, contrairement à la lettre, on ne va pas systématiquement doser la créatine kinase, sauf s'il y a des facteurs prédisposants ou s'il y a eu des antécédents de réaction avec des statines ou avec des fibrates. Parce que les fibrates peuvent donner la même chose, peut-être de manière moins importante, mais les fibrates doivent aussi être surveillés de la même façon. Euh, La CK, en fait, on la dose, s'il n'y a pas de facteur prédisposant, on la dose jamais, sauf en cas de symptômes musculaires inexpliqués. S'ils sont supérieurs à 5 fois la normale, ou s'il y a une vraie gêne symptomatique chez le patient, on interrompt directement le traitement. Mais voilà pour cette question typique. Là, pour le cas clinique, j'ai juste mis une dernière question, une question un peu difficile. L'objectif, c'était juste d'aborder les examens immunologiques que vous avez plus de chances de retrouver si vous avez un diabète de type 1 en cas clinique. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas le diabète latin, et en vrai, je pense que vous ne devez pas le connaître en détail. Je vous le mets directement comme ça, après on passe au QC. Donc, le diabète latin, ça veut dire latent auto-immune diabetes in adults. Donc, en gros, c'est un diabète de type 1 lent. Donc, ça, c'est un abus de langage de dire diabète de type 1. En réalité, c'est un autre diabète, ni type 1 ni type 2, qui ressemble au type 2 parce qu'il apparaît plutôt tardivement. Et du coup, il peut être confondu avec le diabète de type 2. Et il met en jeu un mécanisme auto-immun comme le diabète de type 1. Et le problème, c'est que ça concerne quand même 4% des patients qui sont étiquetés diabétiques de type 2. Or, du fait du mécanisme auto-immun, ils induisent une destruction du tissu pancréatique. Donc, à terme, il peut y avoir une insulinodépendance. Donc, ça peut jouer sur la prise en charge des patients. On peut imaginer un patient qui ne répond pas aux antidiabétiques classiques. On peut imaginer que peut-être c'est un patient LADA qui a besoin d'insuline. Donc, si le médecin a un doute, il peut rechercher les auto-anticorps pour écarter ou confirmer un diabète latent. Les principaux auto-anticorps, c'est les anti-CAD et les anticellules îlot de Langerhans, autrement dit ICA. Donc, je vous les mets ici parce que si vous avez un diabète de type 1, on peut rechercher ces auto-anticorps pour confirmer un diabète de type 1. Ouais, c'est pour que vous les ayez en tête et que vous les ayez vus. Est-ce que ça va pour ce cas clinique? Ok, parfait. Alors, j'ai dit QCM. Ah, ouais, donc j'ai dit QCM. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous lis le nom du QCM et ensuite je vous laisse lire les items et vous pouvez me répondre du coup sur le chat, euh, proposer vos réponses. J'entends un bruit, je sais pas si c'est parce que quelqu'un veut prendre la parole.
Alors, du coup, premier QCM, c'est sur la cytocétose diabétique. Quelle réponse vous avez envie de donner? BDE, ouais. Il y a d'autres propositions. BDE aussi, ok. Bon, alors, c'est presque tout bon. Il y a la C aussi qui est juste. Donc, la cytocétose diabétique, elle est plutôt spécifique du diabète de type 1. Après, c'est un peu compliqué parce que il y a aussi, enfin, ça peut aussi survenir dans certains cas chez les patients diabétiques de type 2. Je pense que à votre niveau, au niveau du concours, vous devez retenir spécifique du diabète de type 1. Ensuite, pour l'item P, donc vous êtes tous d'accord, c'est le mécanisme. C'est un déficit en insuline qui va conduire à une stimulation importante de la cétogénèse, à la production importante de corps cétoniques qui vont pas, qui vont s'accumuler parce qu'ils vont dépasser les capacités d'élimination rénale. Là, c'est vrai, donc son installation est généralement progressive. En fait, la cytocétose diabétique peut se précède souvent d'une phase de cétose. Donc, c'est quelques heures pendant lesquelles le patient va avoir des symptômes qui peuvent être reconnaissables, des douleurs abdominales, euh, polyurie, polytypsie, etc. Donc le diabétique de type 1, très bien éduqué pour reconnaître ces signes et du coup savoir qu'il va faire une acidocétose diabétique. Donc voilà, c'est vrai, c'est progressif. La D, vous êtes d'accord, il y a l'hyperglycémie aussi, hein, c'est l'un des signes biologiques majeurs de cette situation. Et pour la E, c'est vrai aussi. Donc tu sais pourquoi une dyspnée n'est pas une polypnée? Euh, la polypnée fait partie des dyspnées, donc c'est bon aussi. Effectivement, la dyspnée de Kussmaul, c'est une polypnée. Tu as tout à fait raison. Et du coup, le fait de dire dyspnée, c'est bon parce que ça inclut la polypnée. La dyspnée de Kussmaul, ou polypnée de Kussmaul, c'est une polypnée qui se retrouve dans les situations d'acidose métabolique. Parce que l'acidocétose diabétique entraîne évidemment une acidose métabolique. Donc après, vous avez enfin, plein de signes biologiques liés aux acidoses métaboliques. Et ça rejoint le chapitre des troubles acido-basiques. Alors la question 2, c'est sur une autre complication aiguë, c'est le coma hyperosmolaire. Qu'est-ce que vous diriez? Ah, c'est ok. J'attends juste une deuxième ou... J'attends juste deux ou trois réponses avant de mettre la correction. PC, ouais. Donc là, c'est un mélange des deux. Tout à fait. C'est ABC, BCD, ok. Ok. Alors, je vous mets la correction. Donc, les bonnes réponses étaient A, B et C. Donc, dans un coma hyperosmolaire, vous avez une hyperglycémie qui est très, très, très importante. Cette hyperglycémie, bon, vous savez que le glucose participe à l'osmolarité. Donc, on a une hyperglycémie, alors on est hyperosmolaire. On est hyperosmolarité. L'hyperosmolarité, ça conduit à une déshydratation intracellulaire. La réponse B est vraie. Ensuite, quand on a beaucoup, beaucoup de glucose dans le sang, il y a une partie de glucose qui va passer dans l'urine. J'ai oublié de le dire au début de la conf, mais le seuil de glycémie
pour laquelle on a une glycosurie, c'est 10 millimoles par litre. Si on a une glycémie supérieure à 10 millimoles par litre, alors on va avoir du glucose dans les urines. C'est pour ça que le patient, tout à l'heure, il avait une glycosurie négative, parce que cette glycémie était inférieure à 10, on était cohérent. Donc là, dans le coma hyperosmolaire, on a une glycémie majeure, et donc on va avoir une glycosurie, donc on va énormément uriner, et du coup, il va y avoir une perte d'eau importante, et donc une déshydratation extracellulaire. Au total, en fait, on a une déshydratation globale. Du fait de cette déshydratation, on a une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. La C était vraie aussi. Donc vous savez, moi je n'ai pas précisé les paramètres dans ce QCM, mais vous avez tous les paramètres du coup, qui en découlent, tous les paramètres de l'insuffisance rénale. Pour la déshydratation extracellulaire, vous allez avoir une hyperprotéinémie, une augmentation de l'hématocrite. Voilà, ça je n'ai pas détaillé. Ensuite, l'élévation du 3 ionique et l'hypercalémie, c'est faux. Donc, il n'y a pas, dans le coma hyperosmolaire typique, il n'y a pas d'acidose. Ça le distingue de l'acidocétose diabétique. Voilà, il n'y a pas d'acidose, il n'y a pas de 3 ionique et il n'y a pas d'hypercalémie. Alors, pour l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est plutôt le sodium qui va être réabsorbé et donc il va y avoir une sécrétion plus importante d'élimination plus importante de potassium. Coup, là, la calémie, elle va être, ouais, peut être soit normale, soit diminuée. Et l'hypercalémie, on va plutôt la retrouver du coup dans l'acidocétose diabétique, puisque vous savez qu'en réponse à l'acidose, du coup, il va y avoir un échange H plus K+, et du coup, on va avoir une augmentation du potassium pour éliminer le maximum de protons. Donc voilà pour cette question. Donc ça, le coma hyperosmolaire, enfin toutes les complications aiguës, vous pouvez les avoir en cas clinique, parce que c'est vraiment parfait pour, au niveau biologique, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Que, que bien les connaître. Là, je ne sais pas développer ici, mais bien les revoir et bien connaître tous les paramètres biologiques concernés à chaque fois. Puis il y a un lien avec les troubles hydroélectrolytiques. Hop. Alors la question 3 au sujet des hypoglycémies, donc qui est une autre complication aiguë. Cette fois qui est dans l'autre sens avec du coup, une baisse du glucose. Ok, pareil, j'attends juste deux trois réponses avant de mettre la correction. PCE, bah c'est parfait. Ah non, attends. Non, PE, ouais, c'est ça, PE. Top. CB. Oh, B et E. Alors, donc, le premier item, donc les alpha-glucosidases qui font partie des antidiabétiques. Donc, bien connaître les antidiabétiques qui conduisent à une hypoglycémie, enfin, qui sont à risque d'hypoglycémie de ceux qui ne sont pas à risque d'hypoglycémie. En gros, ceux qui sont à risque, c'est les insulinosécréteurs, donc c'est les sulfamides hypoglycémiants et la répagmine. Donc, les alpha-glucosidases ne conduisent pas à une hypoglycémie. Ensuite, l'item B, c'est les recommandations en fait en cas d'hypoglycémie chez les diabétiques de type 1. Ça, pareil, on peut poser la question en cas clinique. Donc, un diabétique de type 1, il doit toujours avoir sur lui une collation en cas de crise d'hypoglycémie. Cette collation, elle est constituée soit d'un jus de fruits, soit de 3 morceaux de sucre. C'est un peu l'équivalent en termes de glucose. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'ils prennent, il faut bien pas oublier de le dire, c'est qu'ils prennent un vrai repas par la suite. Parce que sinon, en fait, ça va récidiver tout de suite, en fait. Donc, bien prendre un jus de fruits, 3 morceaux de sucre, puis un vrai repas. Euh, donc, la C est fausse.
Donc, les hypoglycémies sévères, retenez qu'elles peuvent être traitées par glucagon ou par sérum glucosé. Il faut éviter de traiter par glucagon pour les hypoglycémies sous sulfamide. Parce que les sulfamides, en fait, de par leur mécanisme, ils augmentent la sécrétion d'insuline. Et en fait, le fait de traiter par glucagon, ça ne servira à rien. Ça ne va pas empêcher la sécrétion d'insuline. Donc, ça ne va pas améliorer la situation. Donc, chez les patients qui ont une hypoglycémie sous sulfamide, on va traiter par sérum glucosé. Surtout pas par glucagon, c'est contre-indiqué. Après, vous pouvez retenir que de manière générale, maintenant, en pratique, on traite les hypoglycémies par sérum glucosé. On n'utilise plus trop le glucagon. Les signes cliniques, donc très importants, polyurépolitypsie, ce sont les signes cliniques du diabète de type 1, donc plutôt de signes d'hyperglycémie et pas d'hypoglycémie. Les signes d'hypoglycémie, ce sont des signes qui sont non spécifiques, assez diverses, donc on trouve les céphalées, les tremblements, les sueurs, les palpitations, etc. Oui, c'est ça, la C est fausse parce on peut pas traiter tout le temps, on peut pas la donner tout le temps. C'est le fait d'avoir mis toutes, toi et le verbe devoir qui sous-entend qu'en fait, enfin, on traite toutes les hypoglycémies par les glucagons, c'est faux. Voilà pour la question 3. Alors, la question 4, on passe aux insulinothérapies. Pardon, une ou deux réponses à bon quand même. BD, c'est juste, il manque juste un item. Il y a un autre item vrai. Ah, ouais. Ah, effectivement, c'est A, B et D. Donc, le schéma basal-bolus en cas d'infection, c'est le plus courant. Donc, c'est le fait de donner une insuline basale le soir, donc une insuline lente le soir qui va durer toutes les 24 heures suivantes, et de prendre des insulines rapides en bolus avant chaque repas, avant petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc, ça, c'est le schéma le plus classiquement utilisé, celui que vous devez connaître. Ensuite, l'item B, c'est par rapport à la pharmacocinétique et la composition des différentes insulines. Donc, les analogues en fait, d'insuline sont un peu... En fait, on utilise des stratégies pour modifier la libération de l'insuline en fonction que si on veut qu'elle soit à libération rapide ou à libération plus lente. Et du coup, les insulines intermédiaires, qui sont entre les deux, sont composées de protamine. Et en fait, la protamine, euh, je sais pas le mécanisme exact, mais elle permet de ralentir la libération de l'insuline. Ensuite, pour les insulines lentes, là, on va utiliser un système qui va permettre la formation d'hexamères d'insuline, où la libération sera encore plus lente que le protamine. Là, c'est faux, donc ça, pour apprendre par cœur les différentes insulines. L'argile, c'est une insuline lente. La D, donc c'est vrai, donc, au niveau des recommandations de l'autosurveillance par glycémie capillaire. Donc on l'a fait avant chaque injection, évidemment pas après, on l'a fait vraiment avant l'injection. Et donc, injection qui ont lieu avant chaque repas. Ensuite, on mange et après le repas, quelques une ou 2 heures après, on fait une autre autosurveillance pour vérifier que tout va bien.
La E est fausse. Ça peut paraître un peu du détail, mais en vrai, ça fait partie des recommandations sur les insulinothérapie pour que tout se passe bien. Les stylos injecteurs doivent être conservés à température ambiante après ouverture pour éviter la dégradation, enfin, les chocs thermiques et l'inefficacité de l'insuline. Après, vous avez d'autres causes que je n'ai pas citées, c'est le fait de changer régulièrement, de tourner au niveau du site d'injection pour éviter l'hypodystrophie. Donc, voilà pour la question 4. Alors, pour la question 5, c'est le diabète gestationnel. Ok, alors la A, je suis d'accord, c'est vrai. Vous avez dit aussi vous avez dit aussi la D, qui est vrai aussi. Et ensuite, les autres sont fausses. Les bonnes réponses, c'est A et D. Donc, je vous explique pourquoi. Euh, donc, la A, en fait, c'est la définition, hein, tout simplement, du diabète gestationnel. C'est un trouble de tolérance au glucose, une hyperglycémie qui débute ou qui est, en tout cas, qui est diagnostiquée pour la première fois au cours d'une grossesse. Le dépistage n'est pas systématique. Après, en pratique, la glycémie est testée on va dire, chez la plupart des femmes enceintes. Ça fait partie des bilans qui sont faits chez la femme enceinte. Mais dans les recommandations, on fait le dépistage est recommandé chez les femmes enceintes à risque de diabète gestationnel, qui sont les femmes de plus de 35 ans, les femmes qui ont eu un antécédent de macrosomie fœtale, ou les femmes qui ont tout simplement des antécédents familiaux du diabète. Attendez, je retrouve juste je vous dis plus exactement les recommandations. Donc, on recommande chez la femme de plus de 35 ans qui a un IMC supérieur à 25, qui est en surpoids, qui a des antécédents familiaux de premier degré de diabète, ou qui a des antécédents personnels de diabète gestationnel, ou qui a eu un nouveau-né de plus de 4 kilos, donc a eu un antécédent de macrosomie fœtale. Donc voilà, pour le C, attention, le seuil de positivité n'est pas le même que pour le diabète en général. On est plus exigeant pour la femme enceinte. Donc le seuil est de 5,1 et pas de 7. Ensuite, le D, bah, c'est la définition du test d'hyperglycémie par os. Voilà. Et le principal risque, alors il y a plusieurs risques, hein. Il y a le risque pour la mère, le risque de faire une hypertension artérielle gravidique, voire une prééclampsie, le risque de devoir accoucher par césarienne et le risque de développer un diabète de type 2 à terme. Le risque pour l'enfant, c'est de faire un hyperinsulinisme fœtal réactionnel. Cet hyperinsulinisme, parce que du coup, le glucose, l'hyperglycémie chez la mère va faire que du glucose va passer en excès chez le fœtus et du coup, il va réagir en produisant de l'insuline. Et l'insuline, elle favorise la prise de poids. Donc, c'est pour ça que les fœtus peuvent grossir plus que la normale et entraîner du coup une macrosomie avec un poids à la naissance supérieur à 4 kg.
Alors, pour la GPO, est-ce que c'est que T0 ou T120? Euh, J'avoue que je ne sais pas. Moi, j'avais noté T0 1 heure et 2 heures. Je ne sais pas si d'autres ont la même chose que moi ou la même chose que Virginie. En tout cas, pas d'inquiétude. Je pense que le fait de dire 1 heure en trop, c'est pas, ça va pas vous faire peur de pas. Le plus important, c'est vraiment de dire que on administre voilà, 75 grammes de glucose, qu'on mesure la glycémie juste avant, la glycémie à jeun, et 1 heure et ou 2 heures après, quoi. Je regarderai les dernières recos par rapport à ça pour être sûr de ce que je dis. Alors, il reste que 5 questions. Promis, à 20 heures on a fini. Je vous libère à 20 heures quoi qu'il arrive. Euh, donc la question 6 c'est sur l'hypercholestérolémie familiale. DE, parfait, 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 c'est ça. Désolée, j'ai peut-être pas laissé le temps peut-être pas laissé le temps aux autres de répondre, mais c'est bien D. Alors c'est quoi comme dyslipidémie? C'est quoi le type? 2A, parfait. Le risque hétérogène est élevé du fait que ça soit une hypercholestérolémie. Là, au niveau de la transmission génétique, bah, c'est le piège classique dans les QCM, hein, c'est d'inverser récessif dominant ou autosomique ou lié à X. Donc là, c'est la bonne réponse, c'était transmission autosomique dominante. Ensuite, cliniquement, du coup, ça c'est important, il y a des dépôts de cholestérol. Donc ça se voit hein, cliniquement, il y a des dépôts au niveau de l'œil avec ce qu'on appelle des arcs cornéens. On a des symptômes cutanés, enfin, c'est chose de très visible cliniquement et de très fort dans l'hypercholestérolémie familiale. Notamment dans les formes secondaires d'hypercholestérolémie, on n'a pas ces signes cliniques aussi significatifs. Ensuite, la E, c'est une question un peu difficile, mais c'était juste pour faire un lien en fait avec la thérapeutique. Donc le gène PCSK9, c'est donc la protéine PCSK9, elle permet l'internalisation du récepteur au LDL. Et en fait, ça c'est mauvais hein, d'internaliser le récepteur au LDL puisque ça limite la dégradation du LDL et ça favorise la persistance du LDL dans le sang. Donc il y a des hypercholestérolémies familiales qui sont liées à un gain de fonction de ce gène, ce qui fait que les récepteurs au LDL sont dégradés et du coup le LDL reste dans la circulation et s'accumule. Et ce PCSK9 est une cible de thérapie innovante, notamment d'un anticorps monoclonal qui fait partie de l'arsenal thérapeutique des hypolipémiens. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Ok. Alors, la question 7, un peu plus large, sur les hypertriglycéridémies secondaires. Dans quel cas, classiquement, on peut les observer? Là, dans une deuxième réponse. Alors, les bonnes réponses, c'était B, C et E. Alors, attention pour la question A, que la cholestase, ça va entraîner une hypercholestérolémie et pas une hypertriglycéridée. Après, ça n'empêche pas.
que le patient qui fait une cholestase ait une autre raison d'avoir une hypertriglycéridémie, mais le mécanisme même de la cholestase entraîne une hypercholestérolémie et pas une hypertriglycéridémie. L'insuffisance rénale est enfin, peut entraîner des hypertriglycéridémies. Je vous avoue que je sais pas le mécanisme exact, mais c'est l'association qui a été démontrée. Très important, l'item C, l'alcool est hypertriglycéridémiant. C'est pour ça que qu'il peut poser problème, notamment. Donc en fait, le problème de l'alcool, c'est pas vraiment cardiovasculaire. Le problème de l'alcool, c'est augmenter les triglycérides et évidemment toutes les pathologies hépatiques qui découlent de l'alcoolisme. Ensuite, le TMT, donc c'était une inversion, hein, l'hypertriglycéridémie, elle se retrouve dans l'hypothyroïdie. Et bien sûr, la corticothérapie entraîne parmi ses effets indésirables une augmentation des triglycérides. Alors, sur l'action des corticoïdes, je t'avoue que je sais pas. Je n'ai pas le mécanisme exact sur l'action des corticoïdes. En tout cas, là, pour ces items-là, donc c'est moi qui ai fait les QCM, mais pour ces items-là, j'ai repris le cours que j'avais, enfin, les cours que j'ai eu à la fac. Et la corticothérapie était bien présentée comme un facteur d'hypertriglycéridémie secondaire. Enfin, j'avoue que je ne sais pas exactement pour le mécanisme. Alors, je suis désolée, j'ai mis les questions sur les lipoprotéines à la fin. C'est peut-être les questions les plus difficiles. Mais enfin, je vous laisse répondre ce que vous pensez sur les lipoprotéines. J'ai l'item C qui revient tout à fait. Et pour la densité, je vais vous donner une astuce juste après. Est-ce qu'on a d'autres réponses? J'ai un autre C. Ouais, c'est parfait. La bonne réponse était C. Donc, les lipoprotéines, leur structure, elle n'est pas du tout figée, hein. Au contraire, c'est constamment en mouvement. Il y a constamment des échanges entre les différentes lipoprotéines. Donc là, attention, le cholestérol qui est présent dans les lipoprotéines, c'est le cholestérol estérifié. Et après, celui qui est présent dans les cellules, c'est le cholestérol non estérifié. Euh, donc, très important, les lipoprotéines riches en triglycérides, c'est les chylomicrons et les VLDL. Donc, pour rappel, les dyslipidémies isolées à triglycérides peuvent être soit chylomicron, le type 1, soit VLDL, le type 2B. Attends, je ne vais pas dire de bêtises. Non, le type 4, pardon. Soit O2, le type 5. Ensuite, pour les TE, donc ça, vous pouvez deviner un peu en parlant un peu anglais, euh, en, en traduisant les abréviations. Donc VLDL, ça veut dire Very Low Density. Donc ce sont des protéines qui sont très peu denses. Là, vous pouvez deviner que ce sont des lipoprotéines qui ne sont pas denses, qui sont très légères. Et inversement, les HDL, High Density, densité élevée, sont des lipoprotéines très denses. Et la densité et la taille sont inversement proportionnelles. Donc les HDL, s'ils sont très denses, ils sont petits. Et les VLDL sont légers et grands. Donc le système 2E était fou. Attends. Là, c'est sur le métabolisme des lipoprotéines. J'attends juste une minute et après, je vous mets la réponse.
Alors, j'ai ABDE, ouais. ABE, ok. Alors, c'est très bien. Là, c'était un QCM avec toutes les réponses vraies. Et ça peut arriver. Euh, donc, je vous mets toutes les réponses vraies et comme ça, vous avez directement les bonnes informations. Donc, le catabolisme des VHDL, c'est ce qui permet l'approvisionnement des tissus périphériques en triglycérides. Les HDL, ils vont récupérer l'excès de cholestérol et les ramener vers le foie. Là, les LDL oxydés qui sont reconnus par le récepteur scavenger, c'est, on va dire, la première étape du mécanisme de formation de plaques d'athérosclérose. Après, voilà, l'enzyme CETP, c'est permis un échange équimolaire entre les VLDL et les HDL, entre l'ester de cholestérol et triglycérides. Ça, malheureusement, il faut apprendre par cœur. Et la lipoprotéine lipase, du coup, elle utilise les triglycérides, des lipoprotéines riches en triglycérides, les kilomicrons et les VSD. J'ai une dernière question sur les apoprotéines. ABC, ABC. C'est parfait, c'était bien ABC. Donc voilà, la possède est cofacteur des lipoprotéines base. L'APO est un des ligands des LDL récepteurs. Retenez surtout que, c'est pas le plus important, retenez surtout que les LDL sont riches en ApoB et que les HDL sont riches en ApoA. Les HDL n'ont pas d'ApoB et ont surtout des ApoA. Ensuite, la B48, alors vous pouvez retenir que c'est spécifique des kilomicrons. Vous les retrouvez seulement sur les kilomicrons, donc c'est pas ubiquitaire. Là, pour les apos, vraiment, retenez que les ApoB, c'est un peu les mauvaises apoprotéines, parce qu'elles sont présentes sur les mauvaises lipoprotéines. Donc, dans les cas de hypercholestérolémie, l'ApoB va augmenter. Et à l'inverse, l'ApoA1 est l'apoprotéine des HDL, qui sont le bon cholestérol, les bonnes lipoprotéines. Du coup, elles vont diminuer en cas de hypercholestérolémie à LDL. Voilà, j'ai fini pour cette conférence. J'espère que ça vous a appris des choses, que ça vous a aidé, que j'ai été assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions tout de suite ou après sur le chat du Discord. Merci à vous pour votre participation. C'était cool, merci. Et bon courage pour la préparation du concours. Bonne soirée tout le monde.